Donc il y a environ 10-12 ans, avec mon associé Stéphane, on a pensé qu'il allait y avoir une transition hydrique, de la même manière qu'il y avait transition énergétique. Alors c'était pas très compliqué en fait à deviner, parce que en fait, comme vous le voyez, on avait passé quasiment un demi-siècle à, on va dire, anéantir le cycle de l'eau sur Terre, et en rajoutant en fait dans les dernières années la problématique du changement climatique, qui lui va induire en fait une très forte variabilité. On retrouve un petit peu la volatilité qui a posé problème au niveau de l'énergie, au niveau des prix. Ben ici on a une volatilité au niveau de l'accession à l'eau. Alors le gros problème bien sûr, c'est que toutes les activités, le lieu où sont les villes, l'agriculture, l'industrie dépend complètement du cycle de l'eau. Ce qui va avoir donc des impacts qui sont gigantesques en fait sur nos activités. La conclusion, c'est que toutes les activités humaines, agriculture, industrie, ville, vont devoir absolument se transformer. D'accord ? On parle de réindustrialiser l'Europe, et notamment la France. J'ai mis ce petit graphique pour vous dire que si on continue à gérer l'eau comme ça a été le cas en fait, au XXe siècle, juste ça ne marchera pas. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez avec vos usines de batteries, de chaussures, etc. Regardez la quantité d'eau qui a été implantée en fait, au niveau industriel en Asie. Vous ne pourrez pas la retrouver en Europe. Si vous ne changez pas la gestion de l'eau, vous n'aurez pas d'eau, vous ne pourrez pas produire. D'accord ? Donc la stratégie d'Aquasé, ça a été de dire on va changer complètement de manière radicale en fait la gestion de l'eau. La gestion de l'eau jusqu'à présent, ça a été de répondre à la demande par de l'offre de technologie. En amont des usages, des usines de traitement de l'eau, en aval, des stations d'épuration, etc. Ce qui en plus, à chaque fois qu'on fait ça, augmente les capex et les opex et ça accélère un peu plus encore la roue dans laquelle le hamster court. Pourquoi ? Parce que ça consomme encore plus d'énergie, de réactifs, etc. Donc la stratégie a été de dire en fait on va inverser la réflexion et on va agir non pas sur les conséquences, mais on va agir sur les causes. Qui fait quoi avec l'eau à l'intérieur de vos usines, dans vos appartements, dans vos villes, etc. Et on va identifier toutes les utilisations de l'eau, il y en a de nombreuses, pour voir comment est-ce qu'on peut réduire les consommations et réduire les pollutions produites au niveau des causes, c'est-à-dire des usages. Le deuxième niveau de la stratégie, c'est de dire on va commencer à réorganiser en fait les flux d'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait aujourd'hui on est sur des systèmes qui sont très linéaires. Alors nous on va par exemple faire du tri des effluents à l'intérieur même des opérations industrielles, un petit peu comme on l'a fait avec les déchets. Le verre, il est traité d'une certaine manière, le papier d'une autre, etc. Dans l'eau, on a fait quelque chose qui partait d'une bonne idée de ne pas balancer tout et n'importe quoi dans la nature, donc de mélanger tous les effluents pour les traiter. Mais ce faisant, on a mélangé des effluents qui sont de nature complètement différente et on a créé un nouveau problème qui est en fait quasiment insoluble maintenant, sauf à rajouter encore plus de traitements. Une fois qu'on a réduit au niveau des usages, réorganisé en fait les flux, eh ben, ce qu'on n'a pas pu éviter, il va falloir le traiter en amont et le traiter en aval. Et là, on va faire en fait de la performance directement des usages de l'eau. Là, il y a un point fondamental, c'est que vous voyez que la gestion de l'eau n'est plus du tout pilotée par la technologie du traitement, elle est pilotée en fait par l'information. Si vous ne savez pas qui fait quoi avec l'eau sur votre périmètre, vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas faire de performance, vous ne pouvez rien faire. Ça a déjà été dit en fait par les différents intervenants préalablement. Si vous n'avez pas une vision systémique, ce qui est sûrement pas le cas en fait de la stratégie de l'eau au XXe siècle, si vous n'avez pas une vision systémique, vous ne pourrez pas agir, vous n'allez faire que subir. Donc du coup, Aquasé en fait ça fait quoi ? Aquasé au départ c'est une expertise avec cette stratégie d'efficacité hydrique, d'accord ? Bien sûr on fait énormément d'interventions terrain, parce que là l'eau c'est très concret, hein. Et pour pouvoir gérer tout ça, on a développé un système d'analyse de données en temps réel, qui est une analyse métier, d'accord ? C'est pas du tout pour faire du reporting, tracer des courbes et compagnie. C'est en fait ça fait du calcul de type génie des procédés, ça fait de l'analyse de performance en temps réel. On a développé ça sur un très grand nombre de clients, notre spécialité c'est d'aller sur les systèmes qui sont les plus complexes possibles, parce que c'est là où sont les plus gros enjeux. Et donc, on va travailler avec des très grands de la chimie, parmi les plus grands acteurs industriels en fait en France et en Europe, en termes notamment de plateformes. Mais on a commencé aussi à travailler avec les collectivités, puisque vous avez en fait exactement la même problématique. Alors, on a plus d'une dizaine d'années, puisque nous, on a commencé, Aquasé a été fondé en 2015, vous voyez, comme dirait l'autre, qui avait pu prédire ? Ben, nous, on avait pu prédire. Et donc, ici, on voit qu'on a énormément de retours d'expérience qui sont très intéressants, mais il y a un point très particulier sur lequel je voudrais insister. Quand vous agissez sur l'eau, vous n'agissez pas simplement sur le nombre de mètres cubes que vous consommez et sur la pollution que vous émettez. Vous agissez aussi sur toute l'énergie liée à l'eau, les réactifs liés à l'eau, la productivité liée à l'eau, les emmerdements liés à l'eau, etc. L'eau, c'est un levier de performance. Tous les calculs de l'eau sont faux. Tous les taux de retour sur investissement sont faux parce qu'ils prennent en compte le coût matière et pas du tout le coût global. D'accord ? Pour finir, on a élargi en fait ce périmètre en disant si c'est super d'être très fort sur votre périmètre technique, par exemple une usine, mais comme vous dépendez totalement de ce qu'il y a avant et vous allez impacter totalement ce qu'il y a après, on a commencé à déployer cette stratégie à l'échelle des territoires.
Donc là, c'est bien sûr beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs à accompagner, mais c'est un peu l'objectif. L'objectif, c'est transformer toutes les activités humaines, agriculture, industrie, ville, parce que sinon, tout simplement, ça ne marchera pas. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel Gilbert. C'était très précis. On peut... Alors, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle à poser à Jean-Emmanuel? Je vous demanderai, s'il y en a, de vous présenter naturellement avant de poser la question, de bien avoir le micro pour qu'on puisse vous enregistrer, car comme vous le savez, on est retransmis en direct. Allez-y. Bonjour, Christiane Marcelier. J'ai la chance d'être dans le comité stratégique d'Aqua Asset Management et je suis par ailleurs investisseur. Et sur le sujet de l'eau, je suis toujours étonnée qu'on parle que de la consommation de l'eau. Parce qu'on habite une planète qui s'appelle la planète bleue. Il y en a plein d'eau. Et on ne parle jamais de... Et en ce moment, on est envahi par l'eau. On rejette l'eau dans la mer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ces sujets d'eau, à se préoccuper de la production de l'eau? Alors, plein de bonnes remarques. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, si vous dissociez quantité-qualité, vous n'avez rien compris à la question de l'eau. Parce qu'avoir de l'eau, c'est une chose, avoir de l'eau polluée, c'est complètement différent. D'accord ? Donc, beaucoup de nos clients se lancent en disant « oui, on va réduire de 30% en 2025, machin et compagnie, nos consommations d'eau ». Ok, mais on leur dit « au niveau de vos polluants, hein, qu'est-ce que vous faites ?» Je vais vous donner un exemple très simple. Un de nos clients vient nous voir, il avait réussi parce qu'il a réduit les fuites, il a fait la chasse au gâchis, etc. Il a réduit 30-40% ses consommations d'eau. C'est assez facile parce que comme l'eau n'avait aucun intérêt jusqu'à présent, on a fabriqué des passoires hydriques de la même manière qu'on avait fabriqué des passoires énergétiques. D'accord ? Les systèmes sont absolument inefficients. Bon. Donc il fait ça, il est très content, moyennant quoi il a flingué sa station d'épuration. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas agi sur la charge de pollution. Et donc la station de répuration se retrouve avec moins d'eau, mais autant de pollution. Et puis avec des pics. Ben, c'est pas fait pour, hein. C'est un outil industriel, ça marche dans des spécificités. Voilà. Donc, si vous ne prenez pas en compte cette question quantité-qualité, d'accord, ben, vous ne pouvez pas en fait gérer. C'est pour ça qu'il faut avoir les deux, notamment pour pouvoir faire du tri, par exemple. Il vous faut la qualité. Ensuite, la question de la production de l'eau. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on entend en production de l'eau, parce que, par exemple, on pourrait dire, oui, ben, il y a le dessalement. D'un point de vue technologique, on sait tout faire. D'accord ? On fait tout ce qu'on veut, c'est aucun souci. Juste que d'un point de vue économique, vous explosez tous les coûts, c'est-à-dire que là, on est en train de passer d'un système qui, l'eau, avec le grand cycle de l'eau, tenez-vous bien, c'est gratuit, il n'y a pas de maintenance, ça produit pas de carbone, ça ne produit pas de pollution, etc. Et là, ce que les gens sont en train de nous dire avec le technosolutionnisme, je vais le remplacer par des installations qui coûtent, qui consomment du carbone, qui créent des emmerdements, ça ne marchera pas. C'est juste, le modèle économique ne tient pas. Ensuite, si on peut tout faire, techniquement parlant, expliquez-moi comment vous allez réhydrater la Nouvelle-Aquitaine. Parce que c'est ça la nature du problème. La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus impactée de France par le cycle de l'eau, d'accord, qui est le premier impact du changement climatique. Donc, toute la Nouvelle-Aquitaine est en train de s'assécher, de manière dramatique. C'est valable ailleurs, hein, mais la Nouvelle-Aquitaine, c'est ceux qui... Nous, on est en Nouvelle-Aquitaine, on est basé à Limoges. Comment vous allez faire ? Produire de l'eau pour Bordeaux, oui, c'est faisable. Réhydrater la Nouvelle-Aquitaine, c'est hors d'échelle. Si vous ne transformez pas tout le système de production et le système de consommation qui va avec, juste, vous n'avez pas compris la nature du problème. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question dans la salle. Il y en a même 3. On va aller assez vite. Bonjour, Ismaël Adoyom de la société Sunwater Fire et je suis aussi lauréat French Tech. Justement, j'ai écouté votre discours et c'était exactement ce que moi je pense en matière d'eau. Mais le problème, c'est que si on ne recycle pas au niveau individuel les eaux usées des maisons, des habitations, en fait, ça va poser problème à l'avenir. Les stations d'épuration sont vouées à disparaître en soi parce qu'il faut vraiment recycler l'eau et c'est la solution que je suis en train de développer. Et la question que j'avais à vous poser, c'est compte tenu de ce fait, est-ce que vous pensez, parce que vous avez dit que les solutions technologiques, on sait tout faire, etc. C'est pas tout à fait vrai en fait. On ne sait pas faire sans créer de déchets, sans traiter ensuite les déchets. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, si vous voulez produire de l'eau, enlever des polluants, etc., on sait faire. Simplement, on crée tellement de problèmes associés qu'en fait, c'est juste, ça ne marchera pas.
le technosolutionnisme ne fonctionnera pas. Il est hors d'échelle, en fait. C'est ça ce que je voulais dire. Donc du coup, on est d'accord. Voilà, ouais. Et puis sinon, on est membre de la French Tech, donc on ne peut que s'entendre. Voilà. Les dernières questions, parce qu'après on sera pris par le temps. Allez-y, monsieur. Alain Honard, Metal Value. Je conseille une société qui produit de l'hydrogène d'une façon alternative à l'électrolyse. Oui. J'étais frappé dans votre discours que vous ne mentionniez pas l'électrolyse pour l'hydrogène, puisque tout le monde se base sur cette technologie qui va utiliser beaucoup d'eau, et on lit dans tous les journaux que l'eau est gratuite. Oui. Alors, donc on est en contact, on a été sollicité, mais je ne peux pas rentrer dans les détails, par des sociétés qui sont effectivement sur toutes les, on va dire, qualifiées de manière générale, pour ne pas rentrer dans les détails, de nouvelles énergies, dont l'hydrogène. Ok. Que ce soit ça ou le reste, la question que vous devez vous poser, c'est, localement parlant, quel est votre impact, quelle est votre empreinte? Il y a quelque chose qui est totalement différent par rapport à tout ce que vous avez entendu sur le carbone, c'est que le carbone, en fait, c'est global, etc. L'eau, c'est tout l'inverse. L'eau, c'est local. La question que vous devez vous poser, c'est autour de moi, qui consomme la même ressource que moi, qui peut polluer la même ressource que moi, et quelle est la variation à la fois dans l'année et dans les années à venir de cette ressource dont je dépends totalement. Okay ? Si vous n'avez pas d'eau, si vous dépendez d'une ressource qui à terme va poser problème, ben, vous avez déjà des industries qui commencent à dire on ne va pas installer notre usine à tel endroit. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'une usine, elle est prévue pour durer pendant des décennies, et en fait, vous n'êtes pas capable d'assurer la question de l'eau sur des décennies. Donc c'est déjà le cas en France, je parle, d'accord ? Alors ensuite, les technologies hydrogène, etc., consomment, hélas, pour ce qu'on en a vu, mais nous, on n'est pas des spécialistes de l'hydrogène, consomment énormément d'eau, d'accord ? Ça va être un très grave problème. Je ne sais pas comment ils vont faire. On nous a présenté des projets qui consomment des millions de mètres cubes, et ils essaient de s'installer sur une région en France. C'est un des dossiers qui nous a été présenté, et juste ils n'avaient pas prévu que, en fait, il n'y avait pas l'eau. Voilà. Ils ont un bon bilan carbone, je pense, mais bilan hydrique, c'est dommage, c'est un peu un des trous dans la raquette, parce que on sort d'un monde quand même où l'eau était vécue comme inépuisable, inaltérable et gratuite. Ces trois termes sont faux. Plus ou moins selon les régions, d'accord, mais ils sont faux. Voilà. Donc là, faut débrancher tous les neurones, les remettre dans le bon ordre avec le nouveau contexte et surtout ce qui va arriver. Parce que ce que l'on a vu arriver depuis 2019, là, avec les variations plein d'eau, pas d'eau, etc., c'est juste le nouveau cycle de l'eau qui est en train de s'installer. C'est pas anecdotique. C'est comme ça que ça va être tout le temps. Et c'est ça que le système de production ne va pas pouvoir gérer, système de production, agriculture, la ville ou l'industrie. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde avec justement cette variation. Et les systèmes eau, en fait, ils sont extrêmement inertes. Ce sont des tuyaux dans le sol qui ont une certaine taille, qui ont un certain matériau. D'accord ? Les stations d'épuration, etc., elles ont une certaine taille. Vous ne pouvez pas dire ce système inerte, physiquement, je vais lui faire subir des aléas comme ça et ça va bien se passer. Ça ne va pas bien se passer. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel, pour votre intervention. On peut encore vous applaudir. Merci. On va poursuivre cette session de pitch et je vais inviter à me rejoindre sur scène cette fois-ci Quentin Lorenz, qui est directeur des affaires publiques chez Neolith. On peut l'applaudir également. Même exercice, 5 minutes, vous avez le timer, je vous laisse la scène et après 5 minutes de questions-réponses. Merci, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Je vous prie d'excuser Nicolas Cruau, le président et cofondateur de Neolith, qui avait un empêchement ce matin. Je suis très content de le remplacer pour vous parler de Neolith, qui est une entreprise basée au sud-ouest d'Angers, dans le Maine-et-Loire, et qui se propose de créer une alternative au traitement des déchets traditionnels et d'utiliser pour cela le levier industriel, puisque notre conviction c'est que par ses capacités et son effet multiplicateur, le levier industriel peut nous permettre de décarboner considérablement nos économies. Alors il s'agit, vous le verrez tout à l'heure, pour nous de créer à partir d'une page blanche une nouvelle solution et de ne pas rectifier un tir déjà envoyé, ce qui nous permet d'avoir une traction et des résultats encore plus forts. Neolith, vous les avez ici en quelques chiffres, on approche même des 200 collaborateurs et on vient de boucler une levée de fonds qui est intégrée dans le montant que vous avez à l'écran. Donc Neolith, l'activité, c'est de proposer un traitement de déchets, déchets d'activité économique, ordures ménagères et déchets de la construction. Vous avez ici un joli échantillon.
Aujourd'hui, ces déchets sont soit enfouis dans des décharges, soit incinérés, brûlés, donc dans des incinérateurs. Les deux solutions répondent à deux injonctions et elles le font bien. La première injonction, c'est le fait d'être économiquement viable, et la deuxième, c'est d'être techniquement fiable. Aujourd'hui, ces deux injonctions-là sont complètes. Le problème, c'est que écologiquement, ce ne sont pas forcément des solutions exemplaires. Au mieux, pour l'enfouissement, on récupère le biogaz, et au mieux, pour l'incinération, on récupère la chaleur, voire on produit de l'électricité. Vous verrez tout à l'heure que ce sont encore des solutions assez carbonées qui ne répondront pas aux impératifs fixés par l'Union européenne de neutralité carbone en 2050, et ça, on le sait déjà. C'est la raison pour laquelle on a essayé, nous, d'arriver assez vite sur le marché. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur les éléments ici. On sait que les décharges sont vouées à petit se tarir, avec une augmentation de la taxation sur les activités polluantes petit à petit. Et puis pour la partie incinération, l'incinération qui rentrera dans le champ de la taxation carbone et qui risque donc de faire augmenter le prix du traitement des déchets aujourd'hui. Alors, un élément très important que j'aurais pu dire un peu plus tôt, c'est qu'il est toujours mieux de réemployer des matériaux ou des déchets, il est toujours mieux de les réparer, il est toujours mieux de les recycler. Après quoi, vous avez ce qu'on appelle la valorisation de matière, dans laquelle on s'intègre totalement, puis la valorisation énergétique, puis rien du tout quand on ne fait rien des déchets, sinon de les entreposer, de les stocker. Alors, le concept de Neolith, c'est de fabriquer des puits de carbone qui prennent la forme de granulats que vous avez à l'écran, à partir des déchets en mélange, des déchets de chantier, je vous l'ai dit, des déchets d'activité économique, des puits de carbone, puisque le déchet contient en lui-même du carbone biogénique que l'on va séquestrer par un procédé de fossilisation accélérée. On reproduit ce qui a été fait par la nature pendant le Crétacé supérieur avec la fossilisation des déchets qui nous ont donné les pierres qu'on utilise aujourd'hui. Et donc les granulats sont, après fabrication par nos usines, intégrés dans des bétons ou dans des routes. Voici à peu près les émissions que l'on permet de séquestrer et puis d'éviter. Il y a un petit manque quand même, c'est qu'on émet 151 kg équivalent CO2 par tonne de déchets traités. Donc on évite du carbone à la tonne traitée et on en séquestre en parallèle. L'objet de notre activité nous permettrait, si on traitait l'ensemble, c'est un chiffre qui est fictif, mais nous permettrait, si on traitait les 30 millions de déchets aujourd'hui en France, de réduire de 7% l'empreinte du pays. Voici ce qui aujourd'hui se passe, c'est à peu près le schéma traditionnel. Nous, ce qu'on va faire, c'est remplacer la partie incinération ou enfouissement pour fabriquer des granulats que vous avez ici, qui sont en phase d'être reconnus pour de l'intégration dans la route et qui sont déjà reconnus par le CSTB pour l'intégration dans du béton. Notre enjeu, c'est d'augmenter la proportion de granulats d'anthropocytes dans ces bétons et d'élargir les cas d'usage de béton, puisqu'aujourd'hui on est sur des bétons non structurels. En quelques mots, puisque je vois le temps tourner, notre activité aujourd'hui a vu le jour très concrètement. Donc, je vous ai dit qu'on avait notre siège à Chalonnes-sur-Loire. On va déménager à Beaulieu-sur-Layon, qui est la deuxième image que vous avez là. C'est pas très loin des vignes du Layon pour celles et ceux qui aiment le vin. Et on a un premier site pré-industriel qui assure une capacité de traitement de 10 000 tonnes à l'année. Notre stratégie industrielle, c'est de déployer des sites industriels de grande capacité. On ira jusqu'à 100 000 tonnes de déchets traités et notre projet, c'est ce qu'on présente en tout cas à nos investisseurs, c'est de déployer des usines un peu partout en France pour pouvoir traiter localement des déchets qui sont produits localement et donc d'avoir une activité qui permette la réindustrialisation aussi de nos territoires. On n'a pas d'enjeu à être extrêmement proche des métropoles, on peut aussi aller dans des territoires plus ruraux avec de la création d'emplois et puis des boucles locales, puisqu'on peut, en traitant des déchets locaux, générer des exutoires qui seront utilisés localement dans la construction ou dans les routes. Voilà l'activité de Neolith. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Quentin, pour votre présentation, très claire. De même, alors je vois qu'il y a déjà une question, on n'en prendra que deux. Donc on va commencer par madame. Bonjour, Élise Bourmeau, Greenflex. Comment justifier, quelle est la part de déchets biogéniques en moyenne dans votre formulation et comment arrivez-vous à prouver la traçabilité
du respect de la hiérarchie de traitement des déchets, parce qu'on demande de plus en plus de ne pas traiter les déchets en mélange, et il y a une hiérarchie de déchets qui est très claire, aussi bien dans la directive 4 sur les déchets que dans la loi AGEC. Alors, première chose... Pardon, dernier point, vous n'avez pas cité la valorisation agronomique. On a dit tout à l'heure que la transformation agroécologique avec Christian de Pertuis, c'est juste essentiel. Le retour au sol des biodéchets, si on ne le fait pas, on aura aussi des problèmes de fonctionnement des sols agricoles notamment. Alors vous avez raison d'insister là-dessus. Nous, on considère qu'en 1er janvier, on est censé avoir éliminé la partie organique des déchets, ou au moins d'avoir entamé cette démarche-là. Donc oui, dans tous les cas, ce sont des déchets. Il faut nous mettre à notre place. On n'a pas vocation à remplacer le recyclage ou à remplacer le retour au sol. Ça, c'est une évidence. Pour vous répondre plus clairement, nous, on reçoit des déchets qui sont déjà triés, qui sont quand même en mélange. On ajoute au procédé un surtri qui est permis notamment parce que la première phase de notre activité consiste au broyage des déchets. Et c'est comme ça qu'on arrive à une poudre de déchets qui va ensuite être mélangée avec un liant qui va nous permettre d'obtenir une pâte, qui va nous permettre d'obtenir des granulats. Au cours de ce broyage, on a plusieurs séquençages, notamment par de l'aérolique, par des overbands, des aimants, par du tri optique, de la capacité encore d'évacuer et de réintégrer certaines parties des déchets dans des filières de recyclage. Donc notre objectif, c'est vraiment à la fin d'avoir un minimum de produits qui auraient pu être recyclés. Néanmoins, en mélange, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas toujours tout séparer. Donc là-dessus, nous, on est aussi assez transparent. Et puis la partie de carbone biogénique, pour répondre à votre question, elle vient principalement du papier, du bois, de certaines fibres et des cartons. C'est des proportions qui sont variables suivant la nature des déchets. Donc les chiffres que je vous ai présentés, ce sont des chiffres qui sont basés sur une moyenne de typologie de déchets qu'on reçoit. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Une deuxième question peut-être ? Oui, monsieur. Question rapide et réponse rapide également, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je me demandais, vos granulats en termes de durabilité lorsqu'utilisés dans les routes comparés aux matériaux typiques, comment est-ce que ça se compare en termes d'usure notamment ? Merci pour votre question. C'est exactement là-dessus qu'on est attendu. On a des exigences qui sont mécaniques par rapport à la fabrication, à la consistance du granulat. Puis on a des exigences qui sont environnementales. Je vous ai dit qu'on était déjà dans du béton, pas encore dans de la route, parce que c'est exactement ça qu'on va devoir vérifier. C'est une fois, notamment un ouvrage en béton en fin de vie, on concassera le béton et on va l'intégrer dans des routes. Donc quelle est l'érosion, quelle est les résultats de la lixiviation de nos procédés. Et là-dessus, pour le coup, on a des tests qui sont très encourageants, très conformes. L'un de nos grands enjeux, nos deux grands enjeux, c'est la question des microplastiques, sur laquelle on est très scrupuleux, et c'est pour ça qu'on essaye d'évacuer au maximum le plastique en entrée. C'est bien plus facile que de le faire en sortie. Et la deuxième chose, c'est le plâtre, qui nous apporte parfois par le passé des taux de sulfate qui étaient un peu trop élevés. Donc de la même manière, on a réussi à réduire la quantité de plâtre en entrée, notamment pour les déchets de construction. Et aujourd'hui, on a des taux qui sont inférieurs à ce qui est attendu par le guide CETRA pour la route, et puis sous le contrôle scrupuleux, je peux vous le dire, de l'INERIS, du CSTB et de l'ADEME qui contrôlent nos procédés. Donc là-dessus, on a une équipe de R&D, je ne l'ai pas dit, mais dans les 200, on a un peu plus d'un tiers de nos équipes qui sont consacrées à la R&D, notamment sur les granulats et leur intégration dans des ouvrages ou dans des routes. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous. On peut vous applaudir.